À l'échelle mondiale, 14% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par les transports, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens. Des émissions qui ont doublé en 40 ans. Et ce sont les transports routiers, voitures et camions qui polluent le plus. Avec la croissance des pays émergents, le nombre de voitures et de camions ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, ils sont responsables de 72% des émissions de CO2 du secteur des transports. D'ici 2050, avec 3 milliards d'habitants supplémentaires, le besoin en transport va encore s'accroître. Alors comment faire pour inverser la tendance, pour continuer à se déplacer, à échanger des marchandises, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre? L'objectif ? Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Ce nouveau monde des transports plus respectueux de la planète et des hommes existe déjà. Des villes changent les règles du jeu en créant d'autres modes de déplacement, sans voiture. Des ingénieurs et des chimistes travaillent sur les carburants du futur, plus propres et sans pétrole. D'autres cherchent à utiliser les énergies renouvelables. Pour se déplacer sans polluer la planète, ils ont décidé de s'adapter. Copenhague, la capitale du Danemark. À l'horizon 2025, la ville veut produire plus d'énergie renouvelable qu'elle ne consomme d'énergie fossile. Réduire le trafic automobile de ses 600 000 habitants est donc une priorité. Copenhague est devenu le paradis des vélos. Ici, on compte une bicyclette pour 3 habitants. Le vélo représente la moitié du trafic de la ville et 400 km de pistes cyclables ont été aménagées. Cette passion du vélo est contagieuse. En banlieue, à Fort Bow, Hans et sa femme sont des cyclistes convaincus. Il y a 7 ans, ils ont troqué leur voiture pour des vélos. Hier, j'ai mis 25 minutes pour aller travailler. En voiture, j'aurais mis au moins 1 heure. Le trafic routier est complètement saturé. Si on regarde sur une année ce que coûte une voiture, toutes les réparations, les taxes, l'essence, le parking, les amendes, ça n'a pas vraiment de sens. Chaussures, sac étanche, casquette doublée d'un casque, vélo ou plutôt cargo bike. Hans est paré pour se rendre à son travail, situé à 12 km d'ici, en plein centre de Copenhague. Comme des milliers de banlieusards, il utilise une autoroute à vélo. Elle permet aux cyclistes de rouler sans feu de signalisation et c'est rapide. Pour l'instant, les pistes sont vides, mais bientôt ça sera bondé de monde, avec beaucoup de vélos. Beaucoup de vélos. Et à peine arrivé en ville, heure de pointe oblige, les vélos sont partout. Mais malgré les 40 000 cyclistes, le trafic est fluide. Hans arrive en moins d'une demi-heure à son travail. Cette passion du cargo bike, il en a fait son métier en créant son entreprise en 2008. Salut! Direction l'atelier. Au Danemark, 30% des familles ont un cargo bike. Alors, pour répondre aux aspirations d'une clientèle très exigeante, Hans se doit d'innover. C'est la dernière invention, avec la batterie et le moteur électrique. C'est ce qui se développe beaucoup en ce moment, les vélos électriques. Ça va devenir énorme. Alors bien sûr, nous allons en faire aussi. Si vous souhaitez vous offrir cette merveille électrique, il vous faudra débourser 5 000 €. Si les vélos sont rois à Copenhague, c'est aussi grâce à une politique de la ville menée depuis les années 70. Après le premier choc pétrolier, les Copenhaguois réclament des infrastructures cyclables. Objectif, être moins dépendant du pétrole. Et 40 ans plus tard, c'est chose faite. Marie Karstrup est responsable du programme vélo de la ville.
visite guidée. Quand il y a des cyclistes qui passent ici, il y a la vitesse affichée. Si on roule à 20 km/h, on n'a pas de feu rouge. C'est pour éviter les embouteillages. Le fait qu'on n'a pas s'arrêter tout le temps, ça crée aussi plus de capacité sur les pistes cyclables. Ici, la circulation automobile est réglée sur le rythme des vélos. Résultat, le trafic est fluide et les cyclistes en sécurité. Et ici, vous voyez des feux spéciaux pour les vélos. Et des fois, les feux sont verts avant les feux des voitures. Pour que les vélos soient plus visibles, il y a moins d'accidents comme ça. Afin d'encourager les habitants à prendre leur vélo, la mairie leur facilite la vie. Par exemple, ces poubelles inclinées ou des rampes pour attendre le feu rouge. Reste un problème, le parking. Il y a 4 ans, la mairie a créé un nouveau métier, le bike butler. Ils repèrent les vélos qui sont dans les zones de sécurité, d'évacuation au cas d'incendie. Ils les déplacent où ça ne gêne pas. Et le vélo rapporte moins de pollution, plus d'exercice physique et de productivité. Pour 1 kilomètre parcouru en vélo, la collectivité gagne 25 centimes. En voiture, elle en perd 16. Michael Colville Andersen est urbaniste et designer. C'est un exemple d'investissement. 7 nouveaux ponts dédiés au vélo. Vous savez, c'est quelque chose que vous ne voyez nulle part ailleurs sur la planète. C'est ça la mobilité. 15 000 personnes qui vont aller travailler plus vite et plus efficacement. Michael vend cette politique de mobilité à vélo aux municipalités du monde entier. Son travail, démontrer l'impact positif du vélo sur la qualité de vie et l'aberration que représente la voiture dans les villes. Depuis les années 50, on a favorisé la voiture, alors que c'est le mode de transport le plus inefficace. Du coup, nous avons rendu le reste de la ville chaotique pour tous les autres. Alors il est temps de changer, de moderniser tout ça. Si vous voulez des villes où les transports sont intelligents et sains, vous favorisez ces modes de transport et vous rendez la circulation en voiture bordélique, compliquée et chère. Et ça permettra aux gens d'abandonner leur voiture et d'utiliser d'autres moyens de transport. Est-il alors possible d'imaginer une ville sans voitures, où piétons et cyclistes seraient majoritaires? Direction Pontevedra, en Espagne. Ici, la voiture a presque disparu de la circulation. Il y a 14 ans, elle a été bannie du centre-ville. Depuis, les 80 000 habitants profitent de leur ville, à pied. Les voitures ont été reléguées à l'extérieur de la ville, en périphérie. 13 000 places de parking installées autour du centre. Maria vit à Poyo, près de Pontevedra. Tous les jours, elle laisse sa voiture ici. Il lui faut 10 minutes de marche pour se rendre jusqu'à son lieu de travail. C'est beaucoup plus facile, moins stressant, beaucoup plus économique. Tu peux discuter avec des gens sur le chemin et tu arrives tranquille au boulot. Tu n'as plus à stresser pour garer la voiture. C'est une autre manière de travailler. Maria travaille pour un syndicat enseignant situé dans le centre. Salut, comment ça va? Comme elle, ses collègues approuvent la métamorphose de la ville. Le changement a été spectaculaire. On est passé de trottoirs minuscules à des trottoirs plus larges où tout le monde peut circuler. Les gens avec des poussettes devaient circuler en file indienne. Les voitures klaxonnaient tout le temps. De ça, on est passé à une situation où les enfants se sont réappropriés la rue. Les gens peuvent se promener en groupe ou rester en terrasse pour discuter. La vie est beaucoup plus tranquille.
La piétonisation a un effet direct sur la qualité de l'air. En moins de 10 ans, les émissions de CO2 ont diminué de 66% à Pontevedra. Et cette politique originale, on la doit au maire, Miguel Anxo Lores. Le maire se déplace à pied parce qu'il a un léger surpoids. Et en plus, c'est normal dans cette ville. En 1999, Miguel se présente aux élections municipales avec un programme simple, rendre aux piétons l'espace occupé par la voiture. 15 ans plus tard, le trafic automobile a diminué de 90% dans l'hypercentre de la ville et de 69% dans la totalité de l'agglomération. Ici passaient 28 000 véhicules chaque jour, du nord au sud de la ville. Avant, il y avait des parkings de chaque côté de la rue et des voitures. C'est un changement radical, parce qu'ici, il n'était plus possible de vivre. Située sur l'unique route nationale reliant Vigo à Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville vivait au rythme de la pollution et des accidents. C'est un espace de partage, de cohésion sociale, d'activités citoyennes et commerciales. On profite de l'espace public parce qu'il est fait pour tout le monde. Le pari du maire, rendre la ville accessible à tous et surtout aux plus fragiles, enfants, retraités et handicapés. Presque tous les ans, on va augmenter le nombre de personnes à mobilité réduite. Des fauteuils roulants, des béquilles, des poussettes. Je pense que ça a à voir avec les infrastructures qui permettent de mieux profiter de la ville. On en voit davantage parce qu'ils sortent plus. C'est normal. Seuls les livreurs, les véhicules d'urgence et les résidents ont encore le droit de rouler librement dans le centre. Pour les autres, la sentence est rude. Ainsi, cet homme qui écope d'une amende de 200 € pour un stationnement de quelques minutes. Moi, je ne suis resté que 5 minutes pour aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est traités comme si on était des délinquants. C'est stupide. Difficile de passer à travers les mailles du filet. En 15 ans, la police municipale a été renforcée et 27 caméras de surveillance installées. On voit un petit accident sur ces images. C'est un particulier. On va envoyer une patrouille sur place. L'accident est là. Avec ces équipements, on peut voir toutes les rues adjacentes. Comme ça, on va pouvoir adapter le trafic et réduire les possibles embouteillages. Pour en arriver là, 15 années de réflexion et de travaux ont été nécessaires, sans ruiner les finances locales. Pour ça, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'une volonté politique. Tout l'argent public, qui est normalement destiné aux infrastructures, est maintenant essentiellement consacré à cet urbanisme piéton. La ville devient accessible, agréable et bien illuminée. Miguel a réussi son pari. Les 2/3 des transports s'effectuent désormais à pied et à vélo. Au total, en 15 ans, 31 000 véhicules ont disparu de la circulation. Bannir la voiture des villes, pourquoi pas? Mais pour ceux qui n'y vivent pas, comment s'y rendre? Un problème majeur, car 30% d'entre nous utilisent leur voiture pour aller travailler. En France, ces déplacements représentent la moitié de la pollution atmosphérique liée au transport. Alors, pour réduire ces émissions de CO2, une nouvelle idée fait son chemin. Travailler sans se déplacer. Cela s'appelle le télétravail. En région parisienne, Aude, 38 ans, est employé par un grand groupe bancaire. Il lui faut plus de 2 heures par jour, aller-retour, pour faire les 60 km qui la séparent de son lieu de travail. L'année dernière, son entreprise a proposé à 500 de ses salariés d'expérimenter le télétravail.
Le principe est simple, une fois par semaine, ils travaillent de chez eux. Objectif, réduire le temps de transport et mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Le reste de la semaine, je pars trop tôt pour pouvoir l'emmener à l'école en fait. T'es contente qu'on maman t'emmène, hein? Oui. C'est une bonne journée et je viens te chercher ce soir. L'expérience est concluante. Une amélioration sensible de la productivité des salariés a été notée. À tel point que d'ici 2017, il devrait être 4000 à télétravailler. Nathalie Launay ? Oui, bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Et le télétravail s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Rien qu'en Île-de-France, il suffirait que seulement 5% des travailleurs du tertiaire fassent commode pour éviter les embouteillages et l'engorgement des transports en commun. On estime que le nombre de voitures va passer d'1 milliard à 2,8 milliards dans le monde d'ici 2050. Les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter en conséquence. Alors, est-il possible de rouler avec une voiture propre? En France, près de Saintes, en Charente-Maritime, un petit club d'amateurs de voitures électriques se rassemble régulièrement pour parler technique et innovation. Hello, comment ça va? Christophe, 52 ans, est l'un d'entre eux. Ça va, j'ai pas fait trop de bruit en arrivant? Non, je l'ai pas entendu arriver. J'ai pas entendu. Ça va? La voiture électrique a en effet des avantages. Elle ne fait pratiquement aucun bruit et surtout, elle ne rejette aucun polluant. T'es arrivé. Je vous embrasse. Oui. Vous nous accueillez bien. Néanmoins, il y a des inconvénients. Son autonomie, par exemple. Combien d'autonomie? Là, j'avais 171 au départ. Du coup, à chaque arrêt, le réflexe est le même. Mon petit câble. Christophe doit charger sa voiture en électricité pour gagner quelques kilomètres d'autonomie. Monte à bord. C'est toute ta gestion de consommation instantanée, d'autonomie. C'est une vraie 5 places, hein. Intéressante. Ça, vraiment, ça me fait rêver. J'aimerais bien que tu me la fasses visiter, ta voiture. Ah oui, pas de problème. Actuellement, 25 000 voitures électriques circuleraient en France, soit 0,5% seulement du parc automobile. Aujourd'hui, on est un peu dans un esprit pionnier. On n'est pas très nombreux. D'ailleurs, ça se voit parce que de temps en temps, quand on croise une voiture électrique sur la route, on se fait un petit appel de phare, un petit coucou, quoi. Depuis qu'il roule électrique, Christophe a adapté son parcours et sa manière de conduire à son véhicule. Il pratique l'éco-conduite. Il garde une vitesse stable et roule moins vite. Il s'interdit également certains trajets. Moi, je ne prends plus l'autoroute, ça c'est sûr. Sur l'autoroute, l'autonomie diminue vraiment beaucoup. Plus de 4000 bornes de recharge sont installées en France. Des bornes publiques et gratuites que l'on trouve dans des centres commerciaux, des concessionnaires ou des parkings. Aujourd'hui, des bornes comme ça, il n'y en a pas beaucoup installées en France. Et c'est la seule sur le trajet, mais qui impose de faire un détour de quelques kilomètres pour s'éloigner de la nationale. Christophe fait une quarantaine de kilomètres par jour. Il a adopté la voiture électrique, pratique pour ses petits trajets et surtout économique. Lorsqu'il branche son véhicule chez lui, une charge de 170 km ne lui coûte qu'1,50 €. Mais il a dû garder une voiture classique pour assurer les longs voyages. Celle-ci, je la qualifierais plutôt de seconde voiture, du coup, c'est pas la voiture du quotidien. Voilà, c'est plutôt la voiture des grands trajets ou des vacances, peut-être, voilà. Au problème de l'autonomie s'ajoute celui de la provenance de l'électricité, pas toujours très propre. En France, 74% de l'électricité est produite dans des centrales nucléaires. Elle entraîne peu d'émissions de gaz à effet de serre. Mais cela pose d'autres soucis, comme par exemple la gestion des déchets radioactifs. Quant au reste du monde, la production d'électricité est bien différente. Plus des 2/3 sont produits par des centrales thermiques fonctionnant avec des combustibles fossiles très polluants. Alors si demain, plus d'1 milliard de Chinois se tournaient vers la voiture électrique, ce serait une catastrophe écologique, car en Chine,
80% de l'électricité provient du charbon. Pour faire rouler une voiture électrique avec une électricité propre, il faut donc se tourner vers les énergies renouvelables. Par conviction écologique, Serge Toublan, 73 ans, est devenu propriétaire d'une voiture électrique. Pour être certain de rouler proprement, il a décidé de fabriquer une éolienne qui alimente uniquement sa voiture. C'est vraiment la démarche écologique pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'est pas pour un gain d'argent, puisque recharger ma voiture sur le courant électrique me coûte environ 2 € par jour, alors que l'éolienne va me coûter un peu plus de 2 €. Même si je l'ai fabriqué moi-même, il y a quand même des ingrédients dedans, il y a quand même des choses qu'il faut acheter. Pour rouler proprement, la solution serait donc de produire soi-même son énergie. Direction le Japon, à Fujisawa. Monsieur et Madame Goto ont choisi la voiture électrique, mais également d'emménager dans un quartier un peu spécial. Ici, tout le monde produit son énergie et roule électrique. Du coup, quand le couple met en charge son véhicule, l'électricité est produite directement par la maison. Comme toutes celles du quartier, la maison des Goto est équipée en panneaux solaires, capables de produire l'énergie pour tous leurs besoins et même davantage. Pour Takamasa et sa femme, cette solution est idéale. De plus, leur voiture est équipée d'une batterie capable de stocker le surplus d'énergie. Elle peut donc aussi alimenter la maison. Plutôt que de vendre mon surplus d'électricité, je peux le stocker dans la voiture. Je n'ai même plus besoin d'acheter l'énergie. Vu que je la produis, je peux même l'utiliser pour la recharge de la voiture. J'ai choisi d'être indépendant en matière d'énergie. Et on n'a pas à aller à la station essence. Le quartier continue à se développer. Grâce à cette technologie, la ville de Fujisawa devrait réduire de 70% ses émissions de carbone. En attendant que la planète produise une électricité propre pour faire rouler ses voitures électriques, des chercheurs inventent de nouveaux carburants, comme par exemple des agrocarburants. Ils sont issus de matières végétales, comme le blé, les tournesols ou encore le colza. Leur combustion est neutre en carbone et n'émet pas d'oxyde d'azote ou de soufre comme les carburants traditionnels. Mais ils présentent pourtant un immense inconvénient. Ils accaparent les terres agricoles censées nourrir une population toujours plus nombreuse. Et ce besoin grandissant de terres fertiles entraîne une déforestation massive. L'une des solutions se trouve en Finlande, où un industriel vient de mettre au point un biocarburant fabriqué à partir de déchets. Cet inventeur est l'un des producteurs mondiaux de papier, UPM. Pour fabriquer son papier, UPM se fournit dans l'immense réserve de forêt du pays, l'un des plus boisés au monde, 230 000 km², 71% du territoire finlandais, l'équivalent du Royaume-Uni. Le bois est transformé en pâte à papier. Et pendant cette opération, UPM a découvert que l'un des résidus pouvait être recyclé en carburant. Ce précieux déchet s'appelle le tilleul. Le tilleul est transformé dans une bioraffinerie unique au monde. Achevée il y a 3 ans pour un coût de 175 millions d'euros, elle sert à produire ce biocarburant nouvelle génération, baptisé le Bioverno. La méthode de raffinage du Bioverno est similaire à celui du pétrole classique. Mais la différence, c'est que nous y ajoutons quelques innovations que nous avons nous-mêmes développées. Et ici, aucun risque de déforestation. UPM assure la pérennité de la forêt. Chaque fois qu'un arbre est coupé, d'autres sont replantés. Cette voiture UPM est une voiture test avec un moteur diesel classique.
Aujourd'hui, elle roule intégralement au biocarburant finlandais. Sari encadre ses tests depuis le début du projet. Ça, c'est du tallol. C'est le résidu de la production de papier. Et grâce à notre méthode de production innovante, le tallol est transformé en biodiesel. Il s'appelle le BioVerno UPM. C'est le carburant du futur. En plus d'être durable et écologique, ce biodiesel peut être utilisé sur n'importe quel moteur diesel. Ce nouveau diesel BioVerno peut être utilisé dans n'importe quel véhicule diesel. Bateau, voiture, camion ou bus, y compris dans l'industrie où on utilise du diesel. Aucune contre-indication. Mais ça réduit la production de CO2 de 80% par rapport à un carburant diesel classique. Depuis 2015, BioVerno est accessible dans toutes les stations-service finlandaises, sous le nom de Smart Diesel, un mélange de 20% de biocarburant et de 80% de carburant fossile, du pétrole. UPM envisage de construire plusieurs raffineries pour augmenter sa production et à terme commercialiser son carburant dans sa version pure. Toutefois, la production de papier ne suffira pas à répondre aux besoins mondiaux de carburant. Le recyclage reste une bonne idée. Une autre énergie issue des déchets existe déjà. Il s'agit du biométhane. Le biométhane est un gaz fabriqué à partir de lisier, de déchets agricoles et de l'industrie agroalimentaire. En fermentant dans une cuve, ces matières organiques produisent du biométhane, un gaz 100% renouvelable. En France, ce sont les transporteurs routiers qui sont les premiers intéressés par ce carburant vert. Gros pollueurs, ils vont devoir s'adapter pour répondre aux normes européennes. Et pour s'adapter, il faut innover. En France, un transporteur teste le camion du futur. Sa particularité, c'est un dual fuel. Son moteur fonctionne avec un mélange de gaz et de diesel. Il ne s'agit pas encore de biométhane à base de lisier, mais ça ne saurait tarder. Pour des raisons de production, les essais se font temporairement au GNL, du gaz naturel liquéfié. Un gaz équivalent, mais d'origine fossile. On le trouve dans le sous-sol. Les premiers tests ont donné de très bons résultats. Ce camion gaz-diesel émet en moyenne 25% de CO2 en moins qu'un camion classique. Et l'émission de particules fines, si dangereuse pour la santé, est réduite de 60%. À Annecy, l'entreprise familiale Mèchevent est en pointe sur le camion nouvelle génération. Et pas seulement pour des raisons écologiques. La crise et l'instauration de nouvelles taxes anti-pollution ont poussé Pascal Mèchevent et son frère à franchir le pas. Dans les conditions actuelles, on n'arrive plus à rien faire. On a fait de l'optimisation à outrance. Dans le contexte chauffeur français, pays avec les charges françaises, entreprise immatriculée en France, on arrive au taquet de ce qu'on sait faire. Et donc, je me suis dit, il y a un poste qu'on n'a pas regardé, c'est l'énergie. Or, l'énergie sur une exploitation de véhicules lourds, c'est 30% des coûts. Ce camion nouvelle génération est toujours en test. Michael Millers a 34 ans. Il est routier. Et c'est le moment de faire le plein de GNL. Une opération qui demande quelques précautions. C'est quoi cette combinaison ? C'est une combinaison pour éviter les éclaboussures s'il y a des éclaboussures de gaz liquéfié. Le seul danger du GNL, c'est sa température. Composé essentiellement de méthane, il est refroidi à moins 161 degrés pour être stocké à l'état liquide. Je valide la connexion.
Pendant le plein, des nuages de condensation se forment. L'air ambiant entre en contact avec les éléments froids du vaporisateur. À la pompe, le GNL est moins cher qu'un diesel classique. Michael teste ce camion depuis 5 mois. Pour lui, la différence avec un moteur fonctionnant uniquement au diesel est impressionnante. Au début, on se demande si le véhicule est bien en route, vu la faible consommation instantanée qu'il y a d'affiché au tableau de bord. Je suis à 6 litres au 100, donc c'est l'équivalent d'une grosse voiture, quoi. Alors que c'est un 44 tonnes. Ce camion expérimental permet donc de diviser la consommation de diesel par 2. Reste un souci, le gaz naturel utilisé est une énergie fossile. On est bien loin de la révolution post-carbone. Mais ce n'est qu'une première étape. Aujourd'hui, Pascal Mechevant a rendez-vous avec tous les acteurs de la filière gaz, et notamment GRDF, principal distributeur de gaz naturel en France. Au menu, l'arrivée prochaine du biométhane. Véronique Bell prévoit une extension rapide de cette énergie renouvelable. D'ici fin 2018, on parle de 100 sites qui injecteront sur le réseau de distribution en France. Donc on aura suffisamment de gaz vert, donc de biométhane, pour faire rouler tous les véhicules qui roulent au gaz à l'heure actuelle. Partout dans le monde, la course est donc engagée pour inventer le carburant propre. En attendant cette révolution, certaines villes innovent déjà. L'enjeu est de taille. En 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des mégapoles. Comment se rendre au travail? Comment se déplacer sans polluer, sans s'asphyxier? Chaque ville devra trouver sa solution et faire preuve d'imagination. Tel Aviv, par exemple, vient de lancer la construction d'un drôle de tramway suspendu, le Skytran. Ce petit bijou technologique sort tout droit du centre de recherche de la NASA. Des cabines suspendues à un rail se déplacent à 100 km/h grâce à un champ électromagnétique. En Colombie, à Medellín, une innovante politique des transports a radicalement transformé la ville et surtout la vie de ses 3 800 000 habitants. Dans les années 1990, Medellín est la plaque tournante du trafic de cocaïne. L'armée affronte les gangs narcos et la population est prise en otage. Avec près de 400 meurtres pour 100 000 habitants, c'est la ville la plus dangereuse au monde. En moins de 10 ans, Medellín s'est métamorphosé. Le taux de criminalité a baissé de 95%. Son PIB est en croissance permanente. Cette transformation, les habitants la doivent à une politique d'urbanisme social axée sur les moyens de transport. Comme par exemple avec ce téléphérique. La ville est la première au monde à utiliser ce système de transport par câble en milieu urbain. Il permet de relier le centre-ville aux quartiers défavorisés. C'est le cas de la commune 13, perchée à 1500 mètres. 100 000 personnes vivent ici. L'ancien fief du baron de la drogue, Pablo Escobar. Jair a 22 ans. Il vit ici depuis toujours. Il a grandi au milieu des gangs. Je me souviens quand j'avais 8-10 ans. Je traversais les brigades militaires. Il fallait se baisser et courir parce qu'il y avait des échanges de tirs. On pouvait se prendre une balle perdue à tout moment. C'était dur pour nos écoliers d'être dans cette situation. En 2003, la mairie de Medellín lance la construction d'un téléphérique. Le métrocable a ouvert en 2005 ou 2006. C'était un mystère pour la population de penser qu'il y allait y avoir des wagons volants. Les gens avaient peur qu'il leur tombe dessus.
Le métro-câble favorise la mixité sociale et fait baisser l'insécurité. Avant, les jeunes pensaient mourir à 20 ans. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont des ambitions universitaires et tout le monde aspire à ça, le vivre ensemble. C'est fort de se dire que les moyens de transport ont eu un impact aussi positif. En moins de 15 ans, le réseau de transport s'est étendu à toute la ville et s'est diversifié. Au téléphérique s'ajoute le métro, le réseau de bus et même un système de vélos en libre service. Tous sont connectés entre eux. La mairie a aussi misé sur des moyens de transport complémentaires comme ces escaliers mécaniques. Installés dans la commune 13, ils relient tous les paliers de la zone entre eux. Lousmila est l'une des doyennes du quartier. Elle réside ici depuis 35 ans et connaît tout le monde. Avant, on mettait 1 heure pour aller au centre-ville. Aujourd'hui, on met 5 minutes avec les escaliers pour descendre. Puis il nous faut 10 minutes jusqu'au centre. Si les trajets étaient aussi compliqués, c'est parce que les chemins étaient vertigineux et impraticables. Les rues n'étaient pas goudronnées et les pluies provoquaient des glissements de terrain. Avant, il y avait des pentes horribles, des escaliers en bois, de la boue, beaucoup de boue. C'est vraiment ce qui pouvait nous arriver de nous. En plus, j'ai des problèmes de genoux. Quand je suis arrivé ici, je pensais que l'adaptation serait difficile pour les habitants. Mais finalement, ça a pris très rapidement. Une autre perspective s'ouvre à eux. Ils ont l'impression que la mairie n'est pas seulement dans le centre de Medellín, mais aussi dans leur quartier. Et en plus, cela a ouvert des perspectives de travail. Ce projet a permis aux jeunes de travailler ici. Cette installation a permis à une trentaine de jeunes, tous résidents du quartier, d'accéder à un emploi. Ils sont chargés de surveiller et de veiller au bon fonctionnement des escaliers. Ce travail leur donne accès à des formations, notamment en anglais. John Alexander a 23 ans, il est né ici, et pour lui, ces escaliers sont synonymes de fierté. Avant, comme le quartier était très violent, on avait honte de dire qu'on venait d'ici. Aujourd'hui, c'est une fierté. À l'université et au travail, on a envie de dire « Nous sommes de la commune 13, là où il y a les escalators. » Ils représentent notre quartier. Nous nous sommes appropriés ce projet. Forte de ses succès, la ville de Medellín va bientôt lancer un réseau de tramways. Un tramway unique sur le continent américain. Il est monté sur des pneus pour franchir des pentes de 13%, indispensables à Medellín. En attendant sa mise en service, les habitants sont sensibilisés à ce nouveau mode de transport. Pour sortir et pour entrer, il faut appuyer sur le bouton.
Ce tram a coûté 42 millions d'euros, des fonds publics pour l'essentiel. Depuis 2012, Aníbal Gaviria est le maire de Medellín. Il a déjà investi plus de 1300 millions d'euros dans les transports publics. Pour lui, la possibilité de se déplacer est un droit, comme les autres. La station de transport n'arrive pas seule. Elle entraîne une amélioration du quartier dans lequel elle arrive. Autour se construisent des écoles, des bibliothèques. C'est une espèce de véhicule pour l'égalité et pour implanter concrètement l'État dans ces territoires. Et les gens sont très enthousiastes. Mais le plus fort, c'est que c'est un atout durable, puisque ce sont des transports non polluants. Si les villes optimisent leur réseau de transport, il reste à découvrir comment les hommes et les marchandises se déplaceront d'une ville à l'autre. Nos moyens de transport représentent 14% des gaz à effet de serre. Après les voitures et les camions responsables des 3/4 des émissions de CO2, qu'en est-il des innovations pour les autres gros pollueurs? Pour l'aviation, les recherches s'orientent vers des super-avions transportant toujours plus de passagers avec toujours moins de kérosène. Quant à la marine marchande, les solutions sont très attendues. Aujourd'hui, 90% des échanges commerciaux se font par voie maritime. Et ces monstres des mers brûlent du fioul lourd, un sous-produit du pétrole très nocif pour la planète. Certains ingénieurs ont décidé d'utiliser une énergie presque évidente, le vent, qui souffle toujours sur les océans. En Norvège, par exemple, un ingénieur est en train de concevoir un cargo conçu sur le mode du voilier. La coque du bateau est utilisée comme voile. La vitesse souhaitée est atteinte à partir d'un système de propulsion au gaz naturel liquéfié, puis le vent prend le relais. Grâce à ce modèle, un bateau pourrait économiser 60% de carburant et limiterait de 80% les émissions polluantes. Imaginer les transports du futur passera donc aussi par un autre rapport des hommes à la nature. Sur la plage, dans le bassin d'Arcachon, parmi ceux qui s'amusent avec un cerf-volant, il y a aussi un panel d'ingénieurs qui n'est pas là pour se distraire. C'est la première fois qu'on essaye cette aile-là en pilotage automatique. Un pilote automatique que vous ne verrez pas. Secret industriel oblige. Car ce cerf-volant révolutionnera peut-être d'ici quelques années la marine marchande. Et l'homme à l'origine de cette idée, c'est le grand navigateur Yves Parlier. 15h47 hier, la délivrance pour Yves Parlier après 126 jours autour du globe. Navigateur consacré, Yves Parlier a gagné la route du Rhum. Aujourd'hui, Yves ne navigue plus. Il a créé Beyond the Sea, une start-up dédiée à son projet. Témoin privilégié des dégâts causés par le fret maritime, il espère que son invention réduira la consommation des carburants en mer. J'ai vu l'ampleur de ces bateaux de marine marchande. J'ai voulu trouver une solution utilisant le vent pour qu'ils diminuent leur pollution, leur impact. Son idée est simple, utiliser des cerfs-volants géants pour tracter des cargos industriels. Un pilote automatique installé à l'avant du bateau dirigerait la voile en toute autonomie. L'avantage de ce cerf-volant, c'est son vol en 8. Cela lui donne une force de traction 3 à 4 fois supérieure à une voile classique. Un navire de 200 mètres de long tracté par un cerf-volant de 320 mètres carrés économiserait jusqu'à 25% de carburant. L'objectif d'Yves est de réduire de 50% le rejet de particules. C'est un moteur qui n'est pas très cher, avec une énergie qui est gratuite. On sait a priori que l'énergie va augmenter, on sait que les taxes vont arriver, donc on sait qu'à terme, ça sera rentable pour la marine marchande et on sait qu'on en a besoin pour notre planète. Et pour booster ses recherches, cette petite start-up a reçu 4 400 000 € de subventions.
Yves s'est entouré d'une équipe de jeunes ingénieurs et informaticiens. Certains perfectionnent le pilote automatique, tandis que d'autres travaillent sur le cerf-volant. Alors là, je vais créer un renfort sur les coutures, étant donné que ça travaille énormément à la pression. Donc ça permet de renforcer la structure de l'aile pour éviter des déchirements éventuels. Aujourd'hui, Christophe travaille sur une voile de 35 mètres carrés, capable de tracter un bateau de pêche. Mais pour un cargo de 200 mètres de long, il faudra réussir à fabriquer une voile beaucoup plus grande. Aujourd'hui, les plus grandes kites font 17-18 mètres carrés. Et là, on va tomber sur des surfaces qui font 35 mètres carrés. Donc voilà, on est un peu dans des domaines inconnus et c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est voilà. En permanence essayer de trouver la petite chose qui fera que ça va marcher. Et c'est plus qu'excitant. C'est sûr, c'est passionnant. La CMA-CGM, le premier groupe français de transport maritime et le troisième mondial, s'est associé à Beyond the Sea. Une fois le projet finalisé, l'un de ces cargos sera équipé de ce dispositif sur une ligne régulière. En attendant, Yves teste son invention au Canada sur un bateau de pêche. Ça remonte, c'est bon, c'est bon. C'est la séance photo. Moi aussi alors. Ouais, bah oui, bah Fabien. Fabien. C'est historique ça, les gars. Ça va bien avec le calque? Ouais. On a un peu un complet dans la Une réussite qui préfigure une manière de naviguer plus respectueuse de la planète et qui peut-être, en 2050, sera devenue banale.